Le mot le plus souvent prononcé dans ce colloque, et qui figure dans son intitulé, n'existait pas il y a quelques années. On peut dater précisément sa naissance en 2016, dans un texte bref, trilingue, chinois, anglais, français, un texte de François Julien, et dont une version quelque peu amplifiée est publiée en 2017 sous le titre « Des coïncidences, d'où viennent l'art et l'existence ». Au départ, un texte de circonstance, présentation d'une exposition de peinture moderne à Taipei, à noter à l'occasion d'une manifestation artistique, et le lieu, un point très sensible, névralgique du monde d'aujourd'hui. Je procéderai en restant sur le texte initiateur de 2017, texte dense et profus, de peu de mots, mais de beaucoup d'idées, et en privilégiant les passages les plus directement philosophiques. Car dans ce texte, la réflexion circule largement à travers la culture, y parcourt de très grandes distances dans le temps et l'espace. Dès le premier chapitre, l'auteur expose son jeu. Il part de Picasso, l'invention du cubisme, début du XXe siècle, c'est cela décoïncidé, puis, sans crier gare, revient à la Genèse, récit de la décoïncidence primordiale par quoi s'ouvre l'histoire de notre espèce et dont l'écho porte jusqu'aux notions cardinales de la philosophie moderne, conscience et liberté. La présence à soi, comme la moindre initiative, présuppose un être qui ne coïncide pas simplement avec lui-même, un être porteur d'une distance intrinsèque, Bergson, Husserl, Sartre même, lecteur de la Bible. De la vérité en soi à la vérité pour soi en langage hegelien, une vérité nommée décoïncidence. D'entrée de jeu, ce concept apparaît comme à la fois une clé interprétative multi-usage, art, religion, philosophie, et un mot d'ordre sous sa forme verbale, décoïncidé, un peu comme retour aux choses mêmes avait été le mot d'ordre de la phénoménologie de Husserl. À la fin du premier chapitre, on lit en effet « décoïncider », le verbe éthique par excellence. Il est clair que le préfixe « dé », indicateur de cessation, privation, négation, faire, défaire, monter, démonter, croissance, décroissance, sert ici à former un néologisme au sens éminemment positif. Mais pour bien mesurer la nouveauté de cette approche philosophique de la culture, il convient de relire attentivement le titre du livre et son préambule, guère plus d'une page en italique, qui précède les 9 chapitres composant l'essai, et même les premiers mots de ce préambule où est formulée la problématique. Ce philosophe, François Julien, commence toujours par reproblématiser les questions qu'il traite et pratique l'entame percutante. Sous-titre en forme de question. D'où viennent l'art et l'existence? Une question d'origine, d'où viennent? Orientant la réflexion du côté d'un grand commencement explicatif à la fois pour l'art et l'existence. La problématique ainsi ébauchée est originale par l'association de ces deux objets, art et existence, mais pas du tout dans sa forme. Remonter à une origine pour y découvrir un principe est une démarche rituelle en philosophie et de plus inaugurale, énoncée dès le tout début grec. Au commencement était l'esprit ordonnateur, Anaxagore, ou l'amour et la haine, Empédocle, ou la lutte des contraires, Héraclite, ou la matière, atome et vide, Démocrite. Mais encore au XIXe siècle, au commencement était la production, chez Marx, la puissance, chez Nietzsche. Dès l'incipit du préambule, la problématique se précise et quelques lignes plus loin, elle est complète. Voici la question posée. Pouvoir concevoir d'où vient l'homme pour savoir ce qu'il est. Le concept recherché n'est donc pas celui d'un grand début, au commencement était ceci ou cela, mais la condition de possibilité d'un début. Et cet objectif conceptuel s'accompagne de 2 exigences inséparables, procéder de façon strictement immanente et sans trahir le caractère processuel de l'expérience. Immanence stricte signifie n'introduire dans la réflexion aucun principe extérieur à l'expérience, notamment aucun acteur suprahumain. Caractère processuel, c'est la propriété fondamentale de l'expérience humaine, du vivre, qu'il faudra suivre au plus près et non pas remplacer par des explications, décrire et non pas construire, être proustien. Décoïncidence,
est le concept censé répondre à toutes ces exigences philosophiques. Plutôt qu'une origine, à la fois commencement et principe, comme la tradition métaphysique en a régulièrement avancé, c'est, selon l'heureuse expression d'Alain Douchevski, une non-origine originaire. Un originaire qui ne se laisse pas circonscrire en une essence ou ramener à un début, le lever du rideau de l'aventure humaine, mais qu'il faut penser comme toujours déjà opérant pour que le processus du vivre soit possible. Au passage, notons qu'une telle démarche s'écarte d'une réflexion transcendantale classique, modèle Kant, mais aussi Husserl, qui d'un même mouvement fonde et ferme un horizon de pensée. Cette forme de réflexion d'envergure existentielle, au contraire, ouvre. Au commencement était la décoïncidence, au commencement est sans cesse toujours à l'œuvre. De cette problématique bien cadrée résulte un concept dont le contenu compréhensif est clairement défini dès le premier chapitre, déjà évoqué. La décoïncidence est un décèlement. Toute décoïncidence s'effectue à partir d'un état préalable, stable, fermé de coïncidence qui va être défait. Moins par une rupture ou révolution, la grande rupture spectaculaire, que par un processus d'abord souterrain, imperceptible, où, au sein même d'une adéquation-adaptation, s'amorce une désolidarisation qui signale des fissures se creusant progressivement. Décoïncider relève d'une capacité de se désadapter. De cette capacité dans les arts plastiques, l'œuvre de Picasso effectue une exceptionnelle démonstration. Le peintre catalan décoïncide et à plusieurs reprises. Je ne cherche pas, je trouve. Une énergie fascinante. Dès lors que le thème central est présenté, l'essai le promène et conforte dans des lieux de culture très différents. En voici quelques-uns, les plus directement philosophiques. Le premier, après avoir rappelé qu'en philosophie, la valeur suprême, la vérité, est traditionnellement définie comme adéquation de la chose et de l'esprit, donc en termes de décoïncidence, revient sur cette avancée capitale de la culture moderne due à Darwin, la vie pensée comme évolution. La seule théorie du XIXe siècle, dit-on, qui ait tenu la route et dans laquelle continuent de s'inscrire les progrès constants de la paléontologie préhistorique. On ne peut plus en douter, toutes les preuves, fossiles, os, outils, l'attestent. Homo a mis plusieurs millions d'années à devenir sapiens. Le scénario, malgré des découvertes régulières et concordantes, reste très lacunaire, mais sa logique d'ensemble est bien le dynamisme d'une espèce décoïncidant progressivement du vivant et d'elle-même par une série de désadaptations créatrices, avec au final, dans la phase dite sapiens, ces stupéfiantes peintures pariétales réalisées plusieurs dizaines de milliers d'années avant toute écriture. Picasso affirmait qu'en matière de représentation de chevaux et taureaux, et il s'y connaissait, on n'a jamais fait mieux par la suite. Parlons ici de décoïncidence anthropologique, donnée issue de la science, qui ne peut pas ne pas interpeller une réflexion philosophique s'interrogeant sur la condition humaine. Le géant Darwin, salué par Marx et Freud, lui, comme gêné d'avoir mis à bas une croyance millénaire, une figure intellectuelle que certains aujourd'hui continuent de honnir. C'est au chapitre 3 du livre, Au chapitre 4 sont relus deux textes fondamentaux datant de quelques 2 millénaires, l'un hautement philosophique, l'autre suprêmement théologique, le De Natura Rerum de Lucrèce et l'Évangile de Jean. Curieux diptyque que ces deux textes, aux extrêmes de la pensée européenne, dont les contenus se repoussent, l'un étant matérialiste et dûment négateur de toute croyance religieuse, l'autre une référence de la foi chrétienne. En chacun est décelée une décoïncidence essentielle, appelons-la métaphysique. Dans le grand poème du matérialisme ancien, c'est le clinamen, cette déviation infime dans la chute des atomes qu'il faut supposer que se produisent les rencontres où les corps se forment par agglomération, donc pour qu'un monde advienne. Une irrégularité initiale est ainsi nécessaire pour que se déploie la régularité de toute chose dont l'intelligence bannit les fantasmes religieux. Tout au contraire, avec Jean, qui écrit en grec,
on est au cœur du monothéisme, d'abord alliance d'un peuple avec Dieu, Moïse, puis qu'une décoïncidence transmue en Trinité, religion singulière où Dieu le Père décoïncide avec lui-même en son Fils pour se promouvoir en Dieu en tant qu'esprit, dit François Julien. Après ce séisme mental, l'islam reviendra à un monothéisme strict, ramenant le Fils au statut de prophète et proclamant inlassablement la transcendance de Dieu. Décoïncidant, le Dieu chrétien s'incarne et le dogme de l'incarnation révolutionne la vision du devenir universel qui n'est plus seulement retour périodique des cycles naturels, mais marche avant, vers son terme, de l'histoire humaine. L'histoire a d'abord été histoire sainte, l'historia, en quête des Grecs, c'était essentiellement de la géographie. On se dit alors que cette affaire de Dieu est plus sérieuse, philosophiquement parlant, que sa réduction positiviste ne le laissait penser, et qu'elle reviendra sans doute dans cette réflexion atypique. Nouvelle piste de décoïncidence cette fois, au sein de la philosophie classique, post-cartésienne, dans le sillage du moi-sujet, cogito, dont les méditations métaphysiques ont posé les bases, aussitôt débattues dans ce qu'on appelle le grand rationalisme, dont une des tâches principales est de penser la science en marche, essentiellement la physique, qui décolle puissamment. Descartes, héros masqué de la culture européenne, fournit un point d'appui évident, indiscutable, irréfragable à la réflexion philosophique, cogito, je pense, le sujet. Mais ce faisant, il ouvre un champ immense d'interrogations. Qu'est-ce que penser? Comment pense le sujet? Etc. Selon François Julien, deux grandes voies vont être tracées dans la philosophie classique et moderne, deux approches de la pensée, comme esprit et comme conscience. Comme esprit, la pensée opère en construisant des objets stables, par un usage très contrôlé de sa capacité d'abstraction, sans s'évader de l'expérience, du domaine phénoménal. D'un mot, elle devient scientifique en effectuant un travail normé qui tend à faire coïncider des concepts et ce qui se donne à une observation objective, dépassionnée des phénomènes. L'esprit est l'outil intellectuel de la coïncidence. Mettant en avant la capacité de connaissance, par idée adéquate, dit Spinoza, la philosophie classique est globalement intellectualiste, par suite considère avec suspicion l'imagination, faculté d'écart avec le réel, danger permanent de sortie de route. Sous le signe de l'esprit, une nouvelle normativité s'instaure dont le potentiel révolutionnaire, à l'encontre de la tradition, devient manifeste au XVIIIe siècle, dit des Lumières. Au centre de la scène éclairée, Voltaire, mais le grand architecte des idées nouvelles, au centre de la scène éclairée, Voltaire, mais le grand architecte des idées nouvelles, lecteur passionné de Rousseau, opère de son université lointaine en Prusse, Kant. Excusez-moi, la phrase était un peu compliquée. L'autre approche de la pensée, devenant prévalente dans la philosophie moderne, c'est comme conscience, redescendant dans le vécu, soucieuse alors de décrire plus que de construire. Un tel mouvement va inévitablement ramener la pensée à sa temporalité fondamentale, où elle aperçoit, éprouve l'impossibilité de l'adéquation à soi, le présent et la présence qui se dérobent continuellement, sonnant dans l'âme un creux toujours futur, chaque instant s'effondre et se renouvelle, je deviens et ne puis m'empêcher de devenir. Continuons avec Valérie, allez, tout fuit, ma présence est poreuse, et avec Milan Kundera, insoutenable légèreté de l'être. Deux grandes têtes européennes. Cette décoïncidence-là est psychologique au sens étymologique du terme, concernant la vie mentale. Dans la culture moderne, les actes de décoïncidence se sont multipliés. Les uns spectaculaires, provoquants, convulsifs, les autres discrets, abrités, faussement conformistes. Exemple des premiers, le surréalisme, mouvement dont le programme proclamé est de déborder les barrières logiques de l'esprit. Le meneur, André Breton, est terriblement déçu quand Freud, qu'il a tenu à rencontrer, lui déclare qu'il ne voit pas l'apport artistique surréaliste. Le malentendu tient au décalage entre les deux hommes. Freud est à la fois derrière et devant Breton,
En tant qu'esthète, il ne sort pas de l'art le plus classique, Vinci, Michel-Ange, Rome, la ville adorée et fantasmée. En tant qu'explorateur de l'inconscient, il a plusieurs longueurs d'avance sur l'auteur de Nadja, et d'ailleurs sur tout le monde. Quant au second groupe, les décoïncidents bien élevés, le chef de file, c'est Proust, une prose qui, dans un mouvement de ralenti sans précédent, parvient à séparer conscience et esprit, laisse émerger la première en écartant poliment les simplifications du second, le maître. Julien sort brusquement et brièvement de l'ère culturelle européenne par cette définition du bouddhisme zen, cultivé au Japon mais d'origine chinoise, entreprise stratégique qui vise au désarroi de l'esprit pour nous faire sortir de son régime apprêté d'adéquation. Quand Foucault se rendait au Japon, son pays asiatique d'élection, il séjournait en monastère zen, s'astreignant aux exercices et conversait avec les moines. Un retour sur le mouvement d'ensemble de l'art moderne à partir du XIXe siècle le fait apparaître comme défi par rapport au déni de vécu qui caractérise l'esprit. Aussi, est-il ce à partir de quoi doit penser aujourd'hui la philosophie? L'esthétique est mise au centre de la réflexion. L'opposition esprit-conscience sert ainsi à distinguer parmi les philosophes les classiques et les modernes. Et François Julien choisit clairement son camp. Mais il est une question qu'aucune philosophie ne peut éluder, ni même aucune pensée, celle du mal. La souffrance, la destruction, la mort, guerre et catastrophe, épidémie. Toute philosophie, impérativement, doit penser le mal. Il note, on connaît quasi entièrement une philosophie, à vrai dire, à sa façon de concevoir le négatif. Il n'est que deux grandes façons, poursuit-il, de concevoir le mal. Soit le mal n'est que du négatif, ombre sur le tableau équilibré du monde, un point de vue limité se fixe sur l'ombre sans voir l'harmonie d'ensemble de ce que les Grecs appelaient cosmos, totalité nécessaire et belle, mais où placer Auschwitz dans un tel tableau? Soit le mal est une puissance effective de destruction, une puissance mortifère dont il faut à la fois découvrir le principe, le désigner, l'éclairer et expliciter son mode d'action pour tenter d'y faire face. Réponse au premier scénario, un sage qui comprend la cohérence profonde des choses, qui sait élever son point de vue à la vision du tout. Réponse au second, un saint ou un héros qui s'attaque au mal, frontalement, sans concession. Dans le monde moderne, me semble-t-il, l'idée de révolution a réussi à conjuguer les deux demandes, en inventant la figure du dirigeant politique génial qui a compris le sens de l'histoire et dès lors impulse l'action collective salvatrice, laquelle consiste toujours à éliminer, à effacer la tâche insupportable, les capitalistes, les koulaks, les juifs, les mécréants. En ce début du XXIe siècle, l'idée de révolution ou de grand soir en a pris un grand coup. Oui, les aubes sont navrantes. La révolution n'est belle que de très loin, en parole, dans une salle de cours ou pendant un dîner. Philosophiquement parlant, le système dominant, incontournable, à examiner et affronter, c'est Hegel, maître penseur comme on a dit. La dialectique de l'histoire. Sans doute, le philosophe moderne le plus influent, on peut mesurer cela au nombre et à la carrure de ses adversaires, Marx, Nietzsche, Bergson, Weber, Lévi-Strauss, Foucault. Des coïncidences entend répliquer au fameux concept hegelien de Aufhebung, traduit par dépassement, terme auquel François Julien préfère surmontement. Hegel ne fuit ni n'édulcore le négatif dans l'histoire, bien au contraire. Il le met au travail dans le devenir, il en fait ainsi une force créatrice. Il fallait avoir vécu complètement le despotisme pour que la cité émerge, avoir traversé l'esclavage pour que l'idée de liberté se forme, puis lentement s'affirme. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Le système hegelien reconstitue l'odyssée de la conscience, de son état initial le plus pauvre, l'animal humain, conscience sensible, être faible, jusqu'à son état suprême, civilisé, en pleine possession de ses moyens, qu'il appelle Geist, esprit, avec majuscule. C'est d'inventivité, selon François Julien, que manque la majestueuse dialectique hegelienne, puisque toute position historique,
suscite logiquement son antithèse, de laquelle, ni à son tour, résulte une synthèse, et on enchaîne. C'est ainsi un récit rigoureusement nécessaire que recompose le philosophe de l'histoire. Au final, dans cette rétrospection, tout se tient, tout coïncide, et on se souvient que la formulation de base de l'auteur de la phénoménologie de l'esprit, 1807, était théologique. Avec lui, Dieu ne s'est pas seulement incarné, il habite l'histoire, il est l'histoire. Restituer à l'histoire personnelle ou collective son inventivité, mais aussi son indétermination, la part du hasard, du risque, de l'imprévu, c'est ce que vise le concept de décoïncidence. Décoïncider, c'est remettre de la tension dans un état qui saturait, s'affaissait, se fermait sur lui-même, se mourait doucement. Seul moyen, non pas de progresser, mais de promouvoir, introduire du neuf, de l'élan dans ce qui était devenu étal. Revenons au paradigme de l'art. Picasso n'est pas un progrès par rapport aux impressionnistes, ni ces derniers par rapport aux romantiques, et ainsi de suite jusqu'aux peintres du Quattrocento. Picasso promeut, c'est-à-dire peint comme avant lui, on ne l'a jamais fait, et non pas une seule fois, mais tout au long de sa longue vie. Il résume la culture de ce siècle, solitaire et difforme. La phrase est de Sartre. Avant que l'essai ne se conclue, en revenant au contexte historique, la modernité, les décoïncidences majeures dont elle est issue, l'examen de ce feu follet philosophique, qu'est le concept en question, se termine logiquement par une méditation éthique. L'éthique, c'est le nerf de la philosophie, sa part la moins verbale. Une philosophie sans éthique n'a pas de répondant, de ces discours subtils et compliqués, presque tout le monde se fiche, des mots, rien que des mots, comme dit Hamlet. Certes, le souci éthique était déjà apparu dans cet itinéraire philosophique, notamment avec les concepts d'intime et de seconde vie. Maintenant, il conclut. En résumé, vivre, au sens humain, n'est pas en soi éthique, puisque la vie nous est donnée, nous y sommes toujours déjà immergés, avec une donne de départ, naturelle et sociale, aucunement choisie, avec quoi il faudra faire. D'emblée, je fais partie des beaux ou des laids, des bien portants ou des maladifs, des esprits rapides ou lents, des nantis ou des déshérités. Certes, ensuite, on peut améliorer ou aggraver son cas. Par mes choix, dit Sartre, qu'il s'est appliqué à repérer dans certains grands destins littéraires, Baudelaire, Flaubert, Genet, à quoi François Julien a fait cette objection décisive: non seulement nous ne savions pas ce que nous choisissions, mais surtout nous ne savions pas que nous choisissions. L'auteur de Saint-Genès, comédien et martyr, essai que Roland Barthes trouvait admirable, se méprend sur la conscience. En ce lieu ne circule pas un grand vent, l'air y est au contraire très confiné, installant de la torpeur. Dans ce sous-sol, que Freud dit avoir passé sa vie à explorer, on prend facilement les vessies pour des lanternes. François Julien est freudien. Pour lui, le domaine de l'éthique est dans le passage de la vie à l'existence, comme rapport à soi, mais surtout comme rapport aux autres. Le rapport aux autres, notre vie relationnelle et interactive, est commandé par des intérêts et des affects qui à la fois relient et opposent les individus, chacun ayant ses atouts et ses stratégies. Aussi, la plupart des morales sont-elles régulatrices, à vocation sociale, organisant des coexistences supportables. La thèse soutenue est que l'intime est d'un autre ordre, non pas relation mais rencontre, sans stratégie, sans projeter de fin sur autrui, partage d'un vécu, apparition d'un nous, mais qui n'est pas celui de la passion possessive, à base de désir, du bruyant amour, Eros, le chasseur maigre, affamé du banquet de Platon. L'intime fait vivre ainsi une décoïncidence d'ordre éthique, une brusque rupture dans la vie relationnelle et ses échanges bien ou mal pesés. L'éthique, non la morale, se signale par une réactivité à l'encontre des conduites socialisées acquises, installées. Ce que d'ailleurs la pensée chinoise, notamment confucéenne, a très nettement aperçu. L'opposé de l'intime, c'est l'indifférence, l'indistinction des autres. Je n'ai rien vu ou j'ai obéi ou j'ai fait comme tout le monde. Il est temps de passer d'une morale de l'obligation, modèle kantien, à une morale de la promotion. La vraie morale se moque de la morale.
Au terme de ce parcours dans la culture européenne, muni de ce concept comme d'un passe-partout, il apparaît que le discours métaphysique, avec une belle constance, a organisé son évitement auquel Julien entend mettre fin en reprenant le concept d'existence, étymologiquement se tenir hors, mais épuré. Par rapport à sa version sartrienne, encore dépendante des cadres de la philosophie classique, confère l'article sur la liberté cartésienne dans Situation 1, l'homme, tout en appartenant complètement à la nature et au monde, est l'immanent existant qui ne participe plus seulement à l'évolution du vivant, mais en sort, décoïncide, en s'ouvrant à de nouveaux possibles à travers la langue, l'art, la culture. Une espèce historique dont on ne saurait fixer l'essence. Sa seule essence est d'en avoir aucune, sa seule définition est de se soustraire à toute définition possible. C'est en italique, c'est probablement une citation de François Julien. Ainsi, décoïncidence désigne, au sein d'un processus humain, individuel mais aussi collectif, la fissure qui, en s'amplifiant, peut permettre l'émergence du nouveau, et d'abord en lui laissant de la place, la fissure qui interrompt la continuité, la répétition. C'est le début d'une aventure, mais dont l'aboutissement et la réussite ne sont jamais garantis. Le concept est descriptif, dans une logique génétique, rendant compte d'un décrochement possible au sein d'un déroulement. Concluons, dans cette méditation triangulaire, art, religion, philosophie, l'art et l'existence font d'entrée de jeu cause commune. D'où une objection possible, marxienne, une telle réflexion ne retombe-t-elle pas dans l'idéalisme, au sens où elle méconnaît ce fait simple, facile à constater, qu'il est toujours possible à une société d'interrompre, suspendre un temps ses activités artistiques, mais jamais d'interrompre ses activités productives, par quoi, jour après jour, comme dit Marx, les besoins primaires sont satisfaits. François Julien répondrait sans doute que le concept de décoïncidence implique, indissociable du processus qu'il décrit, un état préalable de coïncidence porteur d'une normativité, donc sociale, et exigeant de chacun une adaptation, composante centrale de ce que Freud appelle le principe de réalité. On ne peut décoïncider qu'après avoir beaucoup coïncidé, ou tenté de le faire, en famille, à l'école, dans le travail et les mœurs, d'un mot, en société. Le réalisme de cette méditation commencée en 2017 se vérifiera d'ailleurs dans une seconde vie, par la reprise du grand concept marxien d'aliénation, plus vivace que jamais. À présent, elle tente le passage de l'éthique au politique, passage toujours délicat, pensons à Sartre. Le petit livre qu'on vient de survoler convainc de la fécondité culturelle du concept qu'il propose. On lui imagine même d'autres terrains d'application, dans le cinéma par exemple. Je songe à Charlot, le gentleman en guenilles, qui décoïncide de partout. Mais le champ politique aujourd'hui, c'est autre chose. Jusqu'où le concept de décoïncidence est-il capable de déranger ? Merci.